Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Les deux favoris à la présidentielle tiennent meeting à Lille. Le candidat Sarkozy se veut le porte-parole de la France qui vit de son travail. Encore une fois, la valeur travail est au cœur de son discours pour sortir de la crise, dit-il. Nicolas Sarkozy s'est aussi livré à une attaque en règle du programme socialiste et de son candidat accusé de manquer de courage. Au Palais des Congrès du Mans, dans la Sarthe, François Hollande contre-attaque sur tous les sujets errants. Coup pour coup, notre invité politique ce soir pour en parler, elle est porte-parole du candidat socialiste Najat Vallaud-Belkacem dans un instant. Et cette présidentielle française, comment est-elle perçue à l'étranger? Est-elle si violente qu'on le dit? Les thèmes de campagne choisis sont-ils considérés comme importants par nos voisins européens? C'est le débat du 22h ce soir. Enfin, la situation explosive sur l'île de la Réunion vire à l'affrontement politique entre gauche et droite. Le gouvernement dénonce des violences pas acceptables et met en garde l'opposition contre toute récupération en période électorale. Sur place, plusieurs communes sont encore le théâtre d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, le tout sur fond de vie chère. Voilà pour le sommaire de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le duel à distance se poursuit entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les deux candidats ont tenu chacun un meeting ce soir. Et de chaque côté, les attaques se font plus violentes et plus précises aussi sur les projets et les personnes. À Lille, le candidat Sarkozy insiste sur la réhabilitation du travail, véritable colonne vertébrale de son projet et de ses propositions. Il n'oublie pas au passage de dénoncer le manque de courage de son adversaire socialiste. La réponse justement de François Hollande n'a pas tardé ce soir. Le candidat socialiste en meeting au Mans rend coup pour coup au candidat de l'UMP accusé de mettre en avant une politique du bouc émissaire avec les immigrés ou encore les chômeurs. François Hollande détaille aussi sa vision de la politique, une présidence, dit-il, qui doit donner selon lui un sens à la vie collective, un gouvernement qui gouverne et un Premier ministre qui en soit vraiment un. Vous le voyez, la campagne est bel et bien lancée. Et arrêtons-nous ce soir sur l'une des propositions justement formulées hier par Nicolas Sarkozy, la réforme de la prime pour l'emploi. Le candidat propose d'augmenter les bas salaires en recyclant cette prime et via des allègements de charges. Il évoque ce chiffre, 1 000 € de plus par an pour 7 millions de salariés. Est-ce vraiment réaliste? Élément de réponse avec Bérengère Dinglas. 1 000 € de plus par an pour 7 millions de salariés, c'est ce que promettait hier soir Nicolas Sarkozy. Une mesure qui coûterait 4 milliards que le candidat UMP propose de financer par deux choses. La suppression de la prime pour l'emploi, soit 2,8 milliards d'euros. La hausse de la taxation sur les revenus financiers, soit 1,2 milliard. Des chiffres qui résistent mal à l'analyse des spécialistes. Oui, 4 milliards pour 7 millions de salariés, ça fait 570 €. Mais en fait, on ne peut pas prendre toutes les 4 milliards puisque ça se ferait par redéploiement de la prime pour l'emploi qui, pour 2012, est estimée à 2,8 milliards. Donc si on prend en compte que les 1,2 milliards supplémentaires, ça serait que 170 € supplémentaires en 2012-2013. Quant au public visé, il est sensiblement le même que celui concerné par la prime pour l'emploi, à savoir les salariés gagnant entre 1 200 et 1 400 € par mois. Seule différence, les travailleurs à temps plein seraient au final plus avantagés que les travailleurs à temps partiel. Il s'agit donc essentiellement de redéployer la prime pour l'emploi récemment critiquée par la Cour des comptes. Elle fonctionne en effet un peu comme un crédit d'impôt, c'est-à-dire qu'elle est versée aux ménages en une fois et extrêmement tard. Et si on veut avoir un effet incitatif, il conviendrait sans doute de la mensualiser. Donc la mensualiser et la recentrer vers ceux qui en ont besoin. Je pense que là aussi on touche à quelque chose qui est important. Ce que soulignent également les économistes, c'est que le montant de la prime pour l'emploi a lui-même baissé ces dernières années. Entre 2008 et 2013, l'aide aux bas salaires diminuerait même de 500 millions d'euros. La situation explosive sur l'île de la Réunion vire aujourd'hui à l'affrontement politique entre gauche et droite. Le gouvernement dénonce des violences qui ne sont pas acceptables et met en garde l'opposition contre toute récupération en période électorale. Sur place, plusieurs communes sont encore le théâtre d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, le tout sur fond de vie chère. Les détails avec Marie Lebon.
À Saint-Denis, dans le quartier du Chaudron, mais aussi dans les communes du Port et de Saint-Benoît, des groupes principalement de jeunes se sont heurtés pour la deuxième nuit consécutive aux forces de l'ordre. La rue est devenue le théâtre de manifestations, de violences urbaines, faisant 4 blessés et entraînant de nombreuses interpellations. Les raisons de cette colère, la vie chère et plus précisément le coût de la vie, supérieur à celui de la métropole, dans une île où la moitié de la population vivrait au-dessous du seuil de pauvreté. Cette crise s'est répercutée au Sénat, où le socialiste Michel Vergoz interpelle vigoureusement la ministre de l'Outre-mer. Près de 60% de la jeunesse réunionnaise n'a aucun rendez-vous utile le matin lorsqu'il se réveille. Vous les avez exclus, monsieur le Premier ministre, du travail. Que préconisez-vous pour répondre aux angoisses et à la désespérance de tout un peuple d'une région qui fait partie intégrante de la nation française? Pour lui, le gouvernement doit rapidement ouvrir le dialogue, expression d'un malaise qui couve depuis plusieurs mois dans les territoires d'outre-mer. Plusieurs sénateurs, dont le Guyanais Georges Patient, ont quitté l'hémicycle après la réponse de Marie-Luce Panchard. La suite du 22h et le duel à distance se poursuit et s'intensifie ce soir entre les deux favoris à la présidentielle, Nicolas Sarkozy à Lille et François Hollande au Mans. Attaque, proposition et contre-proposition, le match est donc bel et bien lancé. On va en parler ce soir avec notre invitée politique, elle est porte-parole du candidat socialiste Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. Je vais recommencer. Quoi que l'on pense des propositions de Nicolas Sarkozy, il semble imprimer sa marque, son rythme, son tempo à cette campagne. Est-ce qu'il ne vous cantonne pas à la réaction finalement? Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien compris sa stratégie qui va être faite de bougisme et qui va chercher à nous donner le tournis. À nous, ses opposants, mais le problème c'est qu'en nous donnant le tournis à nous, ses opposants, ils donnent le tournis aux Français aussi. Et je ne crois pas du tout que cette tactique marche, je ne crois pas que les Français en soient dupes. Parce que, in fine, quand vous regardez ces expressions depuis qu'il est entré en campagne officiellement, est-ce que vous avez retenu une seule proposition qui puisse répondre décemment aux préoccupations quotidiennes des Français? Comment vous expliquez alors dans votre camp ce paradoxe, cette contradiction? Il reste impopulaire, mais il progresse dans les sondages. C'est un effet automatique lié d'abord au retrait d'un certain nombre de candidats qui l'ont rejoint. On a vu Frédéric Nuyos hier. Ils sont crédités de 0,1, 0,5, c'est ça qui a apporté Nicolas Sarkozy dans les sondages. Bien sûr, il y a une espèce de dynamique comme ça. Donc Hervé Morin, Madame Boutin et puis Frédéric Nuyos. Et puis il y a aussi une dynamique liée à l'entrée en campagne, tout simplement. Il fallait s'y attendre. Et j'ai envie de vous dire, il faut s'attendre à un resserrement, oui, et à un rapprochement des courbes. Et un croisement. D'une certaine façon, est-ce que vous vous préparez peut-être un croisement de ces courbes? On en parle. Peut-être. C'est une possibilité. Peut-être, mais il faut aussi rappeler qu'une campagne présidentielle, une élection présidentielle, c'est rarement gagné à 60 contre 40, vous comprenez? Donc, à un moment donné, il faut revenir à des choses plus normales, à des ordres de rapports de force plus normaux. Et c'est ce qui est en train de se passer. En même temps, moi, j'ai pas le sentiment que ce resserrement soit tel qu'ils doivent aujourd'hui nous inquiéter. Vous n'avez pas de plan B, vous ne prévoyez pas d'insuffler un nouveau souffle à la campagne? J'ai absolument pas le sentiment, en tout cas, que les Français soient convaincus par l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy. Sur le fond, en écoutant les deux discours ce soir, les deux meetings, ce qui frappe, c'est la différence de diagnostic sur l'état de la France. Pour Nicolas Sarkozy, une crise majeure est passée par la France et le monde, et malgré tout, dit-il, l'épargne des Français est préservée. Et pour François Hollande, il y a le chômage, le pouvoir d'achat, tout est uniquement pour François Hollande de la faute à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous ne sous-estimez pas la crise ? Non, nous ne sous-estimons pas la crise. C'est vrai qu'une crise financière, d'abord économique, ensuite a frappé l'Europe, la France, le monde même à certains égards. Vous pouvez regarder autour de nous, il y a des pays voisins qui s'en sont mieux sortis que nous, ce qui prouve bien que le rôle du politique à un moment donné influe. L'Allemagne, et elle avait commencé ses réformes il y a bien longtemps. Oui, autant peut-être qu'il y avait déjà les socialistes en France. Oui, mais je veux dire, un certain nombre de réformes entreprises par les socialistes en France, si elles avaient été conservées en l'état, y compris d'ailleurs les 35 heures, on pourrait en parler, auraient préservé la France pendant cette période de crise. Or, Nicolas Sarkozy a détricoté. Les 35 heures auraient préservé Nicolas la France Sarkozy, face à cette crise majeure. Mais bien entendu, parce que finalement, c'est ce que l'Allemagne a fait en mettant en place une espèce de temps partiel à l'occasion de la crise
pour partager le travail en quelque sorte. Nicolas Sarkozy a détricoté un certain nombre de mesures, y compris des acquis sociaux, qui auraient permis à des Français d'avoir un pouvoir d'achat qu'ils n'ont pas eu pendant la crise et qui a creusé pour eux les difficultés. Et puis je vous rappelle juste un chiffre. En Espagne, en Grèce et puis au Portugal. Oui, mais vous savez, je le dis souvent, c'est pas parce que votre enfant rentre à la maison avec un 6 sur 20 et que ses camarades ont eu 4 sur 20 que ça fait de lui un bon élève. Je veux dire, oui, ailleurs, il y a d'autres pays voisins où la crise a été encore plus mal gérée d'une certaine façon. Mais en France, nous aurions pu faire mieux parce que nous avions des fondamentaux plus solides. Et la Cour des comptes elle-même dit qu'un tiers des déficits qui ont été creusés depuis 5 ans sont le fait des politiques économiques choisies par Nicolas Sarkozy, en particulier les cadeaux fiscaux faits aux plus riches dès 2007, et pas le fait de la crise. Or, en vidant les caisses dès la première année de son mandat, eh bien, Nicolas Sarkozy n'avait plus les moyens de faire face à la crise. Sur le chômage, vous fustigez les promesses non tenues de Nicolas Sarkozy, mais sortons un instant de la critique et puis dites-nous ce que vous proposez par exemple aux employés de Florange en Moselle qui ont aussi interpellé François Hollande parmi tous les candidats à la présidentielle. Les hauts fourneaux sont arrêtés. Pour l'instant, il n'y a pas d'issue pour eux. Qu'est-ce que peut leur proposer le candidat Hollande? Mais c'est toute la question de peut-on oui ou non réindustrialiser la France? Ou doit-on assister impuissant à la désindustrialisation et aux délocalisations qu'on a connues ces dernières années? La réponse, c'est oui. Nous sommes, nous, à gauche, persuadés avec François Hollande que grâce à l'existence d'une banque publique d'investissement qui pourra venir investir dans des moments comme ça où il faut donner un coup de pouce aux entreprises. Parce qu'il y aura Florange et derrière autre chose et autre chose. Il y a d'autres propositions dans le projet de François Hollande, en mettant par exemple l'épargne des Français au service de l'industrie. Eh bien voilà, vous avez une manne financière qui servira. Vous avez aussi une politique fiscale à mener pour faire en sorte que les entreprises qui sont créatrices d'emplois, et notamment les petites et moyennes entreprises, payent moins d'impôts que les entreprises du CAC 40, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, en moyenne, les PME payent 30% d'impôts contre 8% pour les entreprises du CAC 40. Une stratégie à long terme. Oui, les employés de Florange, mais ça peut aller assez vite. Qu'ils sont condamnés. Ça peut aller assez vite. Ça peut aller assez vite à condition d'y croire et à condition que l'État mène une politique qui ne soit pas faite d'improvisation permanente et qui soit au contraire aux côtés des salariés et des entreprises plutôt que de les laisser filer. Najat Vallaud-Belkacem, je voudrais aussi parler ce soir de ce livre de François Hollande, Changer de destin, aux éditions Robert Laffont. Il parle de lui, il parle de son programme que l'on connaît, les 60 propositions. Il y a aussi quelques portraits des autres candidats, notamment de François Bayrou, qui est décrit comme quelqu'un qui n'a aucune idée. Est-ce que ce n'est pas insulter l'avenir, puisqu'on sait que François Bayrou va quand même au second tour donner une consigne de vote, s'il n'est pas lui-même au second tour? Je ne crois pas que ce soit un livre de tactique ou de stratégie politique. C'est un livre où tombe quand même en pleine campagne. C'est un livre où François Hollande se dévoile aux Français. Donc c'est vrai qu'il y parle assez librement, et vous avez raison de relever ce point parmi d'autres. Il y parle assez librement de lui et de ce qu'il pense de la situation politique. Et c'est vrai, moi je partage ça avec lui, que la situation politique est assez particulière. Nous sommes dans une campagne présidentielle où il va y avoir une forme de bipolarisation de fait, parce que les gens comprennent bien aujourd'hui qu'il y a soit des politiques de droite, soit des politiques de gauche face à la crise. Et que François Bayrou, de fait, reste dans un flou qui ne convient pas à cette quête de clarté des Français. Voilà. Pendant un temps, on a cru, par exemple, qu'il y avait une espèce d'apolitisation de la politique, que gauche-droite c'était pareil, pour dire les choses simplement, et qu'on pouvait se retrouver autour d'un centre. Non, vous nous dites ça n'est plus le cas aujourd'hui. C'est un duel. Ce sera un duel. Je ne sais pas si ce sera un duel, mais en tout cas, les Français comprennent bien qu'il y a soit des politiques de droite, soit des politiques de gauche. Et que rester dans le nini, dans le hé-hé, dans le je choisirai à la fin en fonction d'eux, alors que pendant 5 ans, on a combattu, comme l'a fait François Bayrou, la politique conduite par Nicolas Sarkozy et qu'on refuse d'en tirer les conséquences aujourd'hui, eh bien, ça n'est pas sérieux. Dernière question, il y a aussi un hommage appuyé dans ce livre de la part de François Hollande au général de Gaulle. C'est un peu étonnant, osé pour un mitterrandien quand même. Il est gaulliste aussi, François Hollande? Je crois qu'il partage avec le général de Gaulle une certaine vision du rêve. Je crois qu'il a bien compris qu'un projet politique devait être fait à la fois de rêve et de réalisme, et qu'il a ça en partage avec voilà, c'est dit, François Hollande, mitterrandien et gaulliste aussi. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem, d'avoir été notre invitée. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info, il est préparé par Cécile Sixou.
Bonjour, je suis Edith Bouvier, journaliste française, en reportage en Syrie avec un groupe de journalistes. Dans une vidéo postée sur le net, les premières nouvelles de la journaliste française blessée hier à Homs. Elle lance un appel à l'aide. Donc j'ai besoin au plus vite de la mise en place d'un cessez-le-feu, d'une voiture médicalisée ou en tout cas en bon état qui nous conduise jusqu'au Liban et d'être traitée dans les plus brefs délais. La journaliste du Figaro souffre d'une double fracture à la jambe. Elle demande à être opérée au plus vite. Une autre vidéo du photographe anglais Paul Courroy, également blessé, a été diffusée. Ce soir, Paris et Londres demandent à Damas d'organiser l'évacuation des deux journalistes. Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, a également réitéré son idée de créer des couloirs humanitaires avec la Syrie. Une opération du genou payée 6 000 € par un patient et remboursée 550 € par la sécurité sociale. Une enquête de 60 millions de consommateurs relance le scandale des dépassements d'honoraires à l'hôpital. Elle révèle que certains chirurgiens et autres spécialistes pratiquent des prix exorbitants. C'est pas acceptable. Je veux dire, il y a un moment donné où ça devient indécent. Surtout quand vous appliquez le même dépassement d'honoraires à une personne qui a les moyens et à celle qui n'a pas les moyens. Les chirurgiens dénoncent de leur côté un problème de rémunération. Ils se défendent d'une généralisation des abus. Selon eux, seule une poignée de grands médecins en profiterait. Visiblement émue, Nathalie Kosciusko-Morizet, au moment de quitter son poste de ministre, la nouvelle porte-parole du candidat Nicolas Sarkozy a passé le relais ce matin à François Fillon. Elle souhaite, en quittant le gouvernement, éviter tout mélange des genres. Désormais, c'est donc Matignon qui s'occupera du portefeuille de l'écologie, le signe, selon l'équipe d'Eva Joly, d'un désintérêt croissant de l'UMP pour l'écologie. Des petites filles dans des tenues sexy et des postures lascives en photo dans des magazines. Le phénomène d'hypersexualisation semble prendre de l'ampleur. Chantal Joanneau a réalisé un rapport sur cette question. Elle le dévoilait ce matin à la délégation du droit des femmes au Sénat, avant de le remettre le 5 mars prochain à la ministre Roselyne Bachelot. La sénatrice de Paris préconise une meilleure information des parents sur la question et la création d'études sur l'hypersexualisation. La suite du 22h avec cette question ce soir. Comment cette campagne présidentielle est-elle perçue à l'étranger? Est-elle si violente qu'on le dit? Les thèmes de campagne choisis sont-ils considérés comme importants par nos voisins européens ou encore outre-Atlantique? C'est le débat du 22h dans un instant. Mais d'abord, petit tour d'horizon avec Sandra Cerquera. Au Daily Télégraphe à Paris, on se souvient qu'en 2007, les articles sur la présidentielle française étaient bien plus fréquents. En 2012, l'engouement outre-Manche n'est plus le même, parce que cette fois, les deux favoris seraient presque trop classiques. 2007, c'est vrai que c'était un peu la fin d'une époque, l'époque Chirac, et il y avait un intérêt. On était fasciné par Sarkozy, quelqu'un qui disait qu'il admirait le modèle anglo-saxon, il est dit un petit peu moins maintenant, et aussi éventuellement la première femme présidente. Donc le casting était vraiment très intéressant et on a suivi ça de près. Le sujet de son dernier papier, les sorties littéraires des candidats. Curieuse pratique pour nos amis anglais, plus habitués aux mémoires qu'aux livres programmes. Outre-Rhin aussi, la campagne commence tout juste à intéresser. Surtout depuis qu'Angela Merkel soutient Nicolas Sarkozy. Un soutien que beaucoup d'Allemands trouvent déplacé. Stéphane Simons est curieux de voir si le président français peut être réélu en gardant les mêmes idées qu'en 2007. Hollande à côté, il a l'avantage d'être le nouveau. Vis-à-vis de Sarkozy, il n'y a pas de bilan à présenter. Il avance ses idées. Le problème que je crois qu'il est certainement pas charismatique. La semaine prochaine, Der Spiegel publiera un portrait de Nicolas Sarkozy parce que de l'avis de la rédaction, c'est un très mauvais président, mais un très bon candidat. Et nos invités pour en parler ce soir, François Durper, bonsoir, bienvenue à vous, historien spécialiste des États-Unis avec ce livre « Nous sommes tous la France ». Avec nous également le journaliste et écrivain italien Alberto Toscano, bonsoir. Buonasera. Buonasera. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud, buonasera Jean-Louis. Bonsoir. Va bene. Non, Jean-Louis c'est bonsoir. Justement, Alberto Toscano, est-ce qu'elle est intéressante cette campagne présidentielle française? Je dirais pas encore.
à mon sens. Elle peut le devenir parce qu'il y a des sujets, il y a une crise dramatique dans l'Europe entière. Donc il faut se mesurer vis-à-vis de cette crise. Le problème de la dette. La dette a augmenté. 400 milliards d'euros, peut-être 500 milliards pendant les 5 ans de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Il faudra bien, les Français devront bien faire face à ceux qui dérivent de cette dette. Donc, il faudra faire des discours pragmatiques. Pour l'instant, on est dans la pré-campagne presque. Les deux candidats, les deux boxeurs se défient, essayent de se faire peur l'un l'autre, mais on n'est pas encore dans... Et les Italiens, ils ne s'intéressent pas encore ou pas du tout peut-être à cette campagne? Les Italiens commencent à s'intéresser. Pour l'instant, ils s'intéressent un peu à des épiphénomènes comme celui du rôle de Carla Bruni, qui est une passion. Hier, c'était à la une du Corriere della Sera, le rôle de Carla Bruni qui s'implique dans cette campagne. Qui s'implique, présente au meeting de Marseille. Un contrat de location à l'Élysée à défendre, elle aussi. François Durper, côté américain, évidemment, ils ont aussi l'élection très importante cette année, l'élection présidentielle. Est-ce qu'ils s'intéressent à cette campagne? Et si oui, est-ce qu'elle les passionne peut-être? Elle est très sarco-centrée. La campagne française du côté des Américains, elle a commencé avec la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy et un article dans le New York Times qui présente Sarkozy comme le favori, l'excellent, la bête de campagne, dit le New York Times. Et puis pourquoi? Parce que Sarkozy, on n'a rien à lui reprocher du côté américain, hein, contrairement à Chirac. C'est l'ami des Américains, celui qui a fait rentrer la France. Compatible. Exactement. Et le double bilan, un bilan économique, mais on a un tropisme européen, on parle du couple franco-allemand aux États-Unis. Et puis c'est celui qui est intervenu en Libye. Et l'interventionnisme extérieur de Sarkozy, une nouvelle fois, il rappelle la politique américaine. François Hollande, non, François Hollande, pas du tout. Non, ils ne le connaissent pas. Alors, si quelques articles parlent du socialiste François Hollande, quand on dit socialiste aux États-Unis, surtout quand on est dans un journal républicain, c'est très mauvais quand on est français et quand on est socialiste. Alors, j'ai fait une petite enquête il y a 1 heure. C'est pas une enquête sociologique très pertinente. J'ai appelé 10 victimes américaines au hasard, hein, page jaune américaine, et j'ai posé la question. D'abord, j'ai dit, est-ce que vous savez qu'il y a une élection présidentielle en France? Réponse américaine. 1 sur 2, moins de 1 sur 2, c'est qu'il y a une élection présidentielle en France. J'ai pris une ville dans le Delaware, hein, au cœur de l'Amérique. Et puis, deuxième question, est-ce que vous savez que le président français s'appelle Nicolas Sarkozy? Oui, pour 7 Américains sur 10. C'est pas mal pour Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous savez qui est l'adversaire de Nicolas Sarkozy? Ne nous dites pas, ne nous dites pas. 1 sur 10, un Américain sur 10. Un Américain sur 10, c'est que Hollande existe. Jean-Luc Bombaud, peut-être ce qui peut faire parler de la France, c'est que il y a une crise qui traverse un petit peu tous ces pays. C'est la même crise, donc on peut s'intéresser aussi à cette campagne parce que la France, comme les autres pays, traverse la crise et qu'on veut voir comment les candidats en parlent de cette crise. Ce que vous dites est vrai sur l'Europe elle-même, parce que je pense que pour les Américains, la crise qu'il peut y avoir en France offre un intérêt assez subalterne. Alors, 2 événements d'actualité de la journée. D'abord, la publication aujourd'hui de la Commission européenne des perspectives pour 2012 qui disent que la zone euro entre en récession, sera en récession en 2012, c'est-à-dire la seconde en 3 années, ce qui est absolument exceptionnel depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils peuvent s'intéresser à l'élection présidentielle parce qu'effectivement, si tout allait à peu près bien, correctement comme auparavant en Europe, il n'y avait aucun souci à se poser pour la France. Le fait que ça aille mal, et même très mal, puisqu'on va faire moins 0,2 de croissance sur la zone euro, ça leur pose un problème. Et le second problème, c'est les orientations européennes de la France. Deuxième événement d'actualité, l'entretien du ministre des Finances des Pays-Bas qui a été publié dans le journal Le Monde daté d'aujourd'hui. On lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez de la renégociation du traité proposé par François Hollande? Il dit, il n'en est pas question. C'est-à-dire, donc, il s'intéresse quand même de très près. Hollande n'est pas d'accord avec Hollande. Superbe. Donc, ça veut dire que ça l'intéresse, lui, en tout cas, au premier chef. Et je complète, il dit... Mais si la France a besoin de notre aide pour flexibiliser le marché du travail et pour retablir les finances publiques, nous sommes à sa disposition. Alberto Toscano, il y a eu 2 meetings ce soir, celui de Nicolas Sarkozy à Lille et celui de François Hollande au Mans. Il a été beaucoup question de la valeur travail. Mais oui. Est-ce que c'est un sujet, évidemment, c'est le central. sujet central. Le sujet central est sauvegarder notre État social. Notre État social peut survivre, et là c'est un clivage avec les États-Unis, qui n'ont pas le même concept
du rôle de l'État dans le domaine social. Depuis Obama. Non, même. C'est un débat public aux États-Unis aujourd'hui. On va sauver les emplois. Là, il y a un rôle d'intervention de l'État en tant que rôle de péréquation, de justice sociale, de promotion de retraite, de la santé, tout ça. Or, cet État social est en crise de croissance, en crise face à toute une série de considérations qu'on ne peut pas voir ce soir, de paramètres économiques, on vit plus longtemps, les problèmes de retraite et tout ça. Il faut réformer l'État social pour le sauver. C'est le vrai défi pour les deux candidats. François Durper, est-ce qu'on parle aussi des mêmes thèmes aux États-Unis pendant cette campagne? Donc on a dit la valeur travail, mais aussi les valeurs d'une manière générale, autorité, responsabilité. Est-ce qu'on a ce même débat aux États-Unis? Oui, alors d'abord vous savez qu'aujourd'hui, c'est les temps de la démocratie américaine. Le temps de la démocratie américaine aujourd'hui, c'est le temps de la primaire républicaine. On parle surtout des républicains, et puis on voit Obama se réjouir de l'amélioration de la situation économique, répéter en boucle qu'il a recréé les emplois détruits par la crise, et puis le chanter en boucle. Vous savez, c'est une sorte d'upercute à ses adversaires. Je vous vois séduit. Mais vous savez, les républicains, là, on voit, qu'est-ce que voient les Américains? Ils voient des républicains se déchirer et s'insulter, et un président Obama extrêmement décontracté. Pour le moment, il est en tête. Vous allez dire qu'il n'y a pas de suspense pour votre présidentielle? Il y a toujours un suspense aux États-Unis. Jean-Louis. Simplement, aux États-Unis, il y a un grand débat sur les valeurs. Et les républicains axent leur débat, en tout cas sur ce qu'ils appellent les valeurs. En France, Nicolas Sarkozy a la volonté aussi de centrer le débat de 2012, en tout cas d'en faire une partie intégrante de son intervention, sur les valeurs. Par rapport à ce que dit Alberto à l'instant, il y a, avec la crise, un clivage en Europe qui est en train de se dessiner. On voit avec la réunion qui aura lieu le 1er mars de sommet européen, il y a, alors c'est un débat un peu traditionnel, mais la partie sud qui dit oui, c'est très bien de vouloir rétablir les finances publiques, mais il faut absolument un volet croissance. C'est l'idée de Hollande, par exemple. Donc, quelque part, dans la présidentielle française peut les intéresser parce qu'il y a le clivage nord-sud en Europe. On le retrouve entre le clivage Sarkozy-Hollande. Exactement. Et si je peux intervenir, avant-hier, il y a eu la lettre de 10 pays européens pour la croissance qui n'a pas été signée par la France et par l'Allemagne. Donc aujourd'hui, il y a en Europe un clivage entre la ligne allemande suivie forcément par la France, parce qu'elle s'est mariée avec Merkel. Les deux grands pays qui ont refusé de signer. De l'autre côté, il y a la Grande-Bretagne, l'Italie, la Hollande et l'Espagne qui ont signé cette lettre pour la croissance. Donc, il y a aujourd'hui une contradiction en Europe de lignes. La ligne de la rigueur et la ligne de la croissance. Le clivage intra-européen, c'est un clivage américain entre démocrates et républicains. On rappelle quand même que Barack Obama est de tous les dirigeants du monde occidental le seul qui a tenté à ce niveau une politique de relance. Et une politique de relance qui, en tout cas du point de vue de la Maison-Blanche, commence à payer. Je voulais faire un tour de table aussi pour finir avec cette question sur le ton de la campagne. On m'a beaucoup parlé d'une campagne agressive, violente, brutale, de cogneurs, de boxeurs. Est-ce que... Non, pas du tout. Je ne crois pas. Plus violent en Italie. J'ai vu la campagne électorale de Berlusconi. Ça, c'est une campagne électorale d'enfant de cœur par rapport à la campagne électorale de Berlusconi. François Durper. Oui, enfin, vous savez, dans le camp républicain, il y a McCain qui disait il faut envoyer McGingrich sur la Lune. Donc, et c'est à l'intérieur du camp républicain. Donc ce que s'échange comme nom d'oiseau Hollande et Sarkozy, c'est vraiment pour les Américains, c'est très bon enfant. Jean-Louis. La campagne américaine que tout le monde suit en France, si peu de monde suivent la campagne française aux États-Unis, et que c'est une violence extraordinaire. Il y a des spots de pub négatifs. Alors, mais je pense que la violence va monter. La violence va monter parce que plus d'ailleurs ça se resserre entre les deux candidats, plus ils ont quand même donné la plupart de leurs propositions, la violence risque de les départager. Voilà, la violence va monter. On sera là pour parler de la forme et du fond aussi. Merci Alberto Toscano, merci François Durper. Je donne rendez-vous bientôt pour parler de la campagne aux États-Unis ensemble. Merci Jean-Louis. Belle soirée à vous sur Public Sénat, bien sûr.
Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique c'est net. Tous les 15 jours, je vous propose de prendre le pouls des débats qui agitent la planète web et de décoder les stratégies des candidats sur le net. Au menu cette semaine, émission politique, meeting, chaque événement de la campagne est commenté et rapporté en direct sur Twitter. L'avènement du live tweet dans la présidentielle, c'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre, le candidat 2.0 avec notre partenaire Images et Stratégie. Nous vous dévoilons tous les 15 jours le top flop des politiques sur le net. En question aujourd'hui, comment la crise grecque profite aux candidats à la présidentielle. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale, le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Paul Bouffard. Sur la toile, on peut se moquer, mais pas de n'importe qui. Gare à ceux qui s'attaquent à la France forte. Ces derniers jours, différents comptes Twitter parodiant le candidat président sont supprimés. Tout le réseau s'enflamme et crie à la censure. Surtout quand l'équipe de Nicolas Sarkozy confirme avoir demandé cette suspension auprès de Twitter France. Et que le site de microblogging se justifie en citant ses statuts. Une imitation qui induit en erreur et contre les règles de Twitter. Au final, pas de place pour l'anti-sarkozysme. Autre favoritisme en ligne, on accuse le candidat UMP d'être le chouchou des administrateurs de Facebook. Les représentants français de Mark Zuckerberg l'auraient aidé à concevoir sa page. Le code électoral stipule « Aucun candidat ne peut recevoir d'aide ou de contribution d'une personne morale de droit étranger ». Alors question, Facebook ou Twitter, ils sont neutres ou pas? J'ai mûrement réfléchi et j'ai décidé de présenter ma candidature pour un second mandat. Je présente ici et maintenant ma candidature à l'élection présidentielle de 2012. La course à la présidence en version jeu vidéo, élection 2012 en route pour l'Elysée. Désormais, les internautes peuvent se lancer dans la campagne depuis chez eux. Pour devenir le futur maître du château, le jeu propose un choix de personnages candidats. Vous êtes plutôt de gauche, choisissez Laurent Norvège de l'AS. Plutôt de droite, avec Guillaume Comazzi et son UDD, ou encore communiste, avec Jean-Paul Debuchon. Ensuite, vous devez parcourir les routes de France, jouer avec les sondages et les journalistes, gérer votre budget de campagne. Le jeu a ses limites avec un visuel 3D un peu ringard et des imitations de voix tout de même bien tentées. J'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. On pourra trouver peut-être un peu de réalisme dans l'option coup fourré, rumeur, petite phrase, tout y est pour entrer dans le jeu politique. À voter. Il se lance à peine, mais déjà, c'est un océan de parodies qui submerge son affiche de campagne. La France forte de Nicolas Sarkozy prend l'eau et les jeunes socialistes surfent sur la vague. En ligne, il propose un générateur parodique d'affiches, mafranceforte.com. On y retrouve le candidat président, mais aussi ses fidèles moussaillons armés de leur Karcher. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Alice Antôme, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la prospective à l'école de journalisme de Sciences Po. Vous tenez un blog sur